Bonjour à tous, Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous continuons l'émission sur l'identité européenne en compagnie de Madame Christine Bousquet, donc présidente de la Maison de l'Europe de Tours et maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Tours. Bonjour Madame Bousquet. Bonjour Astrid. Donc la semaine dernière, Christine, nous avons défini, essayé en tout cas de définir un peu le « que sommes-nous », c'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes, nous, Européens. Et aujourd'hui, nous allons essayer de définir le « qui sommes-nous ». Alors, vaste sujet. Vaste sujet. Alors, est-ce que peut-être dans un premier temps, vous pourriez nous rappeler d'où vient le mot « Europe » ? Oui, alors le mot Europe, c'est une origine, bien sûr, il y a derrière quelque chose de précis, et c'est une question qui est fondamentale, parce que c'est une question de reconnaissance. Or, au cœur du mot Europe, de l'apparition du mot Europe, c'est bien la reconnaissance qu'il y a. Alors, c'est d'abord un marqueur géographique, c'est cette petite presqu'île située au bout de l'Asie, venue d'Asie. Et c'est la naissance, je vous le rappelle, du mythe d'Europe. Le mythe d'Europe, dans l'Antiquité, en fait, il y a deux sens au mot Europe. Le premier, c'est une jeune fille qui s'appelle Europe et qui est la fille du roi de Tyr au Liban. Et cette jeune fille, donc, vient d'Asie. Ça veut dire... L'Europe, là, cette jeune fille, elle vient d'Asie. Et elle attire l'attention de Zeus, qui est un incorrigible séducteur, et qui se transforme en taureau pour essayer d'enlever cette jeune fille. Et c'est ce qu'il fait. Et ils auront 3 fils dont vont sortir le monde grec, finalement, vont parcourir le monde grec. C'est un mythe qui a une fortune considérable dans toute l'Europe, dans des domaines très différents, aussi bien en sculpture, en peinture, en philatélie. Il n'y a que dans la monnaie européenne où seule la pièce de 2 € grecque l'a adoptée. Je vous rappelle que les dirigeants des banques centrales ont oublié de consulter les historiens et ont préféré faire des billets complètement désincarnés, ce qui est, à mon avis, une grave erreur. Mais enfin bon, c'est comme ça. Ça, c'est la première origine. Deuxième élément, le mot Europe peut dériver d'une racine sémitique, là aussi donc asiatique, qui est Ereb et qui signifie Occident. Occident, c'est Euros en grec, quand c'est traduit en grec, Euros ou Eureis, ça veut dire sombre, ténébreux. C'est là où le soleil se couche, quand on est en Asie, quand on est en Asie mineure, donc, ou en Asie, ou au Proche-Orient, pardon. Et donc, l'Europe, c'est une réalité géographique dès Hérodote. Hérodote, donc, qui est le savant de l'Antiquité, le grand historien du 5e siècle avant notre ère. Et l'Europe, elle est définie un peu en creux. L'Europe, c'est ce qui n'est pas l'Asie. C'est pas très précis et c'est simplement à partir du 3e siècle avant notre ère qu'on va avoir une définition plus précise. C'est Alexandre le Grand, qui va conquérir l'Asie. Et on va opposer l'univers de la liberté des cités grecques, on va appeler l'Europe, à celui des tyrannies, des monarchies et des empires asiatiques qu'Alexandre avait détruits. C'est assez intéressant de voir l'origine. Mais ce qui est assez intéressant, c'est comment on est passé d'un mythe à une réalité géographique. Parce que c'est ça le problème. En fait, le lien entre les deux sens, on s'est posé la question, les anciens se sont posé la question, et finalement, c'est un grec de l'espace colonial, un grec de Sicile, Moschos de Syracuse, dans un grand poème au IIe siècle avant notre ère, qui va raconter ceci. Il dit, bien, Europe se réveille en Crète, donc déposée par le taureau Zeus, et elle est un peu éberluée, elle ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé, et elle voit se pencher sur elle 2 femmes. L'une est âgée, elle s'appelle Asie, et l'autre n'a pas de nom. Et elles se disputent. Et elles revendiquent toutes les 2 la possession de cette jeune femme. La première dit, elle est à moi, je lui ai donné naissance. Et l'autre dit, non, elle est à moi parce que je n'ai pas de nom et j'ai besoin d'elle. Et donc, la seconde obtient la jeune femme et le nom. Alors, c'est ce qui est intéressant derrière cette origine, c'est qu'on voit que Europe vient d'Asie et c'est un grec de l'espace colonial qui met en valeur cette construction intellectuelle de l'Europe qui lui donne une cohérence géographique, intellectuelle, et puis une aspiration à une cohérence culturelle. Ce qu'on oublie souvent. Mais l'Europe, c'est d'abord une culture. Avant toute autre chose, c'est une puissance mondiale, ce qu'on oublie toujours, mais c'est aussi une puissance culturelle. Puis, il y a un autre poète romain, Horace, qui est au 1er siècle avant notre ère, et qui compose
une hymne, et parce que évidemment la pauvre Europe, donc le matin pleure sur son sort, et elle dit mais d'où viens-je, qui suis-je, où suis-je? Et Vénus console cette jeune fille en lui disant: tu es sans le savoir la femme de l'invincible Jupiter. Laisse là tes sanglots, apprends à bien porter une haute fortune, et une partie du globe recevra ton nom. Donc Horace va aller plus loin que Moschos et va expliquer le nom d'Europe par le rêve, le mythe de la jeune fille enlevée. Donc vous voyez, c'est une origine qui est intéressante parce qu'on fait le lien entre la cohérence intellectuelle et la réalité géographique. Et donc, justement, vous nous parlez de la culture. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Quels sont des éléments forts culturels au niveau de notre continent européen? Alors, je crois qu'avant de regarder les critères, parce que c'est un peu ça, votre question, sur les critères, je pense qu'il faut regarder les héritages. De quoi avons-nous hérité? Et notamment, de quoi avons-nous hérité quand on parle d'Athènes? Athènes est très importante. La première chose dont on a hérité, c'est du personnage du héros. Les Athéniens, les Grecs ont... Le héros, c'est important. Homère. Ulysse, bien sûr, ce sont des héros. Mais vous avez donc le mythe du héros, le personnage du héros. Lorsqu'on regarde l'histoire européenne, ce personnage, avec le christianisme, va se christianiser et ça va devenir le martyr pendant les premiers temps de l'Empire romain chrétien. Enfin, avant que l'Empire romain, devienne chrétien, mais où il y a des chrétiens, où ils sont martyrisés. Et puis, à partir du moment où l'Empire est chrétien, il n'y a plus de martyrs. Donc, il y a des saints. Et on voit se développer le processus de sainteté. Et cet exemple du héros, ce personnage du héros, bien si on avance dans le temps, on s'aperçoit que c'est jamais fini. Alors, regardez, vous avez par exemple le héros, le résistant pendant la guerre. Alors, nous avons besoin de héros. Et puis plus récemment, ce sont les sapeurs-pompiers de Paris. Oui. Sapeurs-pompiers de Paris qui ont été véritablement promus comme des héros. Et les titres des journaux le disaient. C'est intéressant, nous avons besoin de héros. Et nous l'avons d'ailleurs sans doute un peu trop oublié, ce qui est un problème. Le deuxième élément, c'est l'humanisme socratique, le travail intellectuel, philosophique. C'est un héritage d'Athènes. Et là aussi, l'Europe est une construction culturelle et il faut s'en souvenir. Le troisième élément dont on a hérité d'Athènes, c'est l'édifice religieux. C'est le temple. Le temple qui donnera plus tard les églises, mais c'est l'édifice religieux qui n'a pas de connotation particulière. C'est un héritage d'Athènes. Et l'Europe s'est couverte d'édifices religieux. Et puis enfin, le dernier élément, qui est un héritage d'Athènes, bien sûr, c'est la cité et la démocratie. Alors c'est vrai et c'est faux en même temps, parce que la cité et la démocratie athénienne, c'est quand même pas tout à fait la nôtre. Je rappellerai quand même simplement que la démocratie athénienne, c'est déjà la moitié de l'humanité qui n'en fait pas partie, parce que les femmes sont exclues. Et puis dans la partie qui est masculine, vous avez la moitié des gens, au minimum, qui sont exclus, les métèques, les esclaves. Donc la démocratie athénienne, c'est un petit nombre. Mais c'est un premier pas, c'est un exemple qui nous a permis de nous construire. Alors ça, c'est pour Athènes, c'est les grands éléments. Puis il y a Rome, bien sûr. Il y a Rome qui hérite d'Athènes. Et pour les historiens romains, l'Europe, ça n'a pas beaucoup de réalité au départ, parce que leur unité, c'est la Méditerranée. Et donc, en fait, leur monde, c'est de deux côtés de la Méditerranée. C'est l'Empire romain. Donc, l'Europe, en tant que telle, elle n'est pas fondamentalement intéressante. Et on va voir, chez les Romains, réapparaître timidement le mot d'Europe au 5e siècle de notre ère, lorsque l'Empire reçoit des migrations, lorsqu'il est attaqué. Et normalement, notamment, quand Attila attaque la Gaule, eh bien, les historiens latins, à ce moment-là, redécouvrent le nom d'Europe pour définir les terres qui ont été menacées et parcourues par Attila. Donc, les historiens romains retrouvent le nom d'Europe
en disant que ce sont des terres détruites. Détruites. C'est quand même assez intéressant de se rappeler de ça dans notre histoire. On retrouve le critère un peu de destruction le de la première émission. dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé la dernière fois, pardon. Et c'est vraiment quelque chose d'important, cette terre détruite. Alors, à partir de la fin du 5e siècle, la définition qui est donnée de l'Europe, c'est plus un espace politique, qui était l'Empire, mais c'est plutôt un espace qui a en commun, les populations qui ont en commun certains rapports au passé, une réflexion, une relation au droit écrit, et à une culture latine, bien sûr, et puis à une religion, le christianisme nicéen, et donc ça concerne toute l'Europe, et voilà, on peut énumérer toutes les provinces de l'Empire romain latin. Finalement, ça se définit par nostalgie par rapport à ce qui n'est plus, c'est-à-dire l'Empire romain latin. Et donc, et l'héritage de la 3e cité que nous avions cité lors de la première émission, donc l'héritage de Jérusalem. Alors, l'héritage de Jérusalem, il est un peu compliqué à faire en 2 minutes. Oui. Parce qu'il est tout à fait important. Et je prendrai, peut-être qu'on refera une autre émission, je prendrai juste un exemple. Au cours du 6e siècle, les premiers qui reparlent de l'Europe, ce sont les auteurs chrétiens, et notamment le pape Grégoire le Grand, qui écrit à l'empereur Maurice, dont il dépend, donc l'empereur de Constantinople, et il lui dit qu'il se plaint de l'arrogance des évêques grecs, qui l'opposent au malheur d'une Europe divisée par les guerres, ravagée par la peste, et que les Grecs oublient. Et pour la 2e fois, l'Europe, c'est un espace blessé. C'est un espace blessé, c'est un espace détruit. Et donc, le judéo-christianisme est fondamental pour comprendre l'Europe, mais là, je crois qu'on arrive au bout de notre émission. Merci beaucoup, Christine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, c'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt.